Elle a créé la ligne de maroquinerie Inaden, qui signifie artisan en dialecte tamashek, une langue d'origine berbère. Et ce n'est pas un hasard, notre invitée Nati Ngoy a en effet puisé dans son histoire familiale et dans son amour de l'authenticité de l'artisanat, le désir profond de travailler avec l'Afrique. Et très logiquement, ses pas l'ont menée sur les terres du plus grand cheptel africain, l'Éthiopie. Elle a raconté son parcours et ses défis à Laurence Oustras et Thierry Schiller. Nati Ngoy, bonjour. Vous avez fondé en 2013 une marque d'accessoires et de maroquinerie Inaden. Vous vouliez à la fois créer une entreprise et travailler avec l'Afrique. Pourquoi ? Parce que j'ai grandi dans une famille de métissage avec un papa qui vient du Congo et qui m'a donné cette envie en fait de construire quelque chose avec le continent, avec l'Afrique. Il avait beaucoup de regrets, lui, d'avoir quitté son pays, plus pour des raisons politiques, et il m'a vraiment communiqué cette idée qu'en Afrique, il y avait énormément de choses à faire, qu'on pouvait tout faire en fait. Et puis quand j'ai grandi, quand j'ai fini mes études, que j'ai eu mes premières expériences professionnelles, je me suis dit c'est vrai, pourquoi ne pas finalement tourner mon regard vers l'Afrique et essayer de construire quelque chose qui apporterait de la valeur là-bas. C'était une façon pour moi aussi de valoriser mon métissage, de faire un retour vers l'Afrique, ce continent que mon père avait quitté pour d'autres raisons. Pour produire vos sacs, vous travaillez avec des artisans africains dans un atelier en Éthiopie. Comment fonctionne cette collaboration ? Alors c'est exact, c'est un pays que j'ai choisi pour la maroquinerie parce que c'est pas connu. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi découvert en faisant mes propres recherches pour monter mon activité. C'est le plus grand cheptel du continent africain, c'est un grand exportateur de peaux et de poterie. Et je me suis dit, c'est là-bas qu'il faut aller faire fabriquer une marque de sacs. Et donc, je me suis rendue là-bas. Tout simplement, j'ai visité des ateliers, j'ai rencontré des personnes, j'ai noué des relations de confiance, j'ai poussé les portes des ateliers vraiment, et j'ai commencé à m'intéresser, à apprendre en fait ce métier que je connaissais pas du tout, qui est lié au cuir, au travail du cuir. Et en fait, c'est vous avez parlé de partenariat. C'est vraiment ça. Je pense que là, aujourd'hui, au bout de 10 ans, on peut parler de ça, en fait. On est vraiment sur du gagnant-gagnant, où moi, je viens avec des idées, je viens avec un projet et j'échange avec des personnes qui ont envie, en fait, de participer à ce projet, qui voient aussi leur intérêt économique et qui ont envie de grandir en même temps que mon business. Récemment, l'inflation a beaucoup progressé en Afrique. Tous les exportateurs le ressentent. Comment gérez-vous cette situation à votre niveau ? Alors oui, c'est une situation qui est pas évidente, surtout récemment. Là, par exemple, moi j'ai été un peu prise de court aussi sur ma dernière production. Ça a surpris tout le monde et donc ça s'est vraiment répercuté sur mon activité, sur les matières premières. Donc on a des matières premières qui ont fait x3. On a de l'énergie aussi qui a vraiment augmenté. Et là, pour le coup, il n'y a pas eu d'autre choix que d'absorber en fait d'absorber et d'accepter d'une certaine manière la hausse des coûts. Nous, on a subi cette inflation-là de plein fouet. Je pense qu'en Éthiopie, clairement, ils ont été aussi très très fortement touchés et surpris. Je veux dire, pour eux aussi, c'est très difficile. Ils se retrouvent à acheter des matières où ça fait du x3 tout d'un coup. Ils sont un peu démunis. Donc, il y a deux options. C'est soit on arrête de faire du business avec eux et du coup, on arrête tout. Soit on soutient l'activité, on encaisse le choc et on essaye de se dire pour les fois prochaines faut soit retravailler peut-être le sourcing, anticiper, peut-être faire des stocks, voilà, il y a d'autres façons peut-être de se prémunir contre ce choc inflationniste. Donc ça implique une sorte de partage de fardeau. Est-ce que vous pensez que ça va quelque part renforcer vos relations entre vous, une jeune entreprise française, et ces artisans éthiopiens ? Oui, je pense que d'une certaine manière, ça met tout le monde dans le même bateau, en fait. Il y a ça. Maintenant, lorsqu'on est face à une information comme ça, où on vous explique que de toute façon, les matières, on fait x3, et que ça se justifie, c'est-à-dire que là, on touche au domaine vraiment de l'importation, où par exemple, typiquement, vous voulez faire du cuir, donc vous importez des composants chimiques qui viennent d'Italie, qui viennent des États-Unis, donc la rareté, le coût du produit, tout ça fait que ça se justifie. En fait, quand votre partenaire vous explique ça, qu'il est aussi ennuyé que vous,
il connaît votre position. Il sait que ça fait des années que vous travaillez avec lui. Il n'est pas très à l'aise de vous annoncer ça. Donc, lorsque on adopte une position, on essaie plutôt de comprendre d'où ça vient. On essaie d'expliquer aussi que c'est difficile d'avoir cette information un peu en last minute et que clairement ça va impacter la suite ou l'activité, mais qu'on est dans une discussion franche, je dirais ouverte, où on essaie de trouver des solutions. Oui, je pense que ça renforce forcément des liens. On reste quand même dans cette relation de confiance et oui, ce partage de fardeau, comme vous dites, je pense que ça permet de renforcer des liens. Vos produits sont fabriqués en Afrique, mais le design est toujours fait en Europe. Que pensez-vous des designers africains? Que voyez-vous émerger dans cette sphère? Alors moi, je vois émerger beaucoup de créativité. Je suis vraiment ravie aujourd'hui que les designers africains soient mis à l'honneur. On voit à quel point l'Afrique inspire la scène internationale dans la mode. Hein. On voit les influences, on les voit dans les défilés, on les voit partout, on les voit dans le choix des motifs, des textiles, etc. Et finalement, aujourd'hui, que des designers africains travaillent soit des tissus textiles traditionnels d'Afrique, avec cette volonté de valoriser des savoir-faire, un patrimoine culturel africain, c'est super. Mais il y a aussi toute une génération de designers africains qui travaillent aussi d'autres matières en fait, pas forcément issues du continent, et qui montrent aussi qu'il y a cette mixité, il y a cette influence de la mode qui ne se limite pas forcément à qui on est, d'où on vient, mais simplement le talent. Et oui, il y a des designers talentueux en Afrique et qui ne se limitent pas forcément à travailler que du pagne ou que du kente ou de l'indigo, qui peuvent aussi travailler d'autres tissus juste parce qu'ils sont talentueux, ils sont créatifs et vraiment ils renvoient une image, je pense, très positive, très dynamique du talent et du potentiel de l'Afrique d'une manière générale. Naty Ngoy, vous êtes française d'origine congolaise et née en France. Comment vivez-vous le fait d'arriver en Afrique, jeune entrepreneuse française? Est-ce que votre mixité culturelle est un atout ou un inconvénient? Oh, c'est une question pas si évidente. Déjà, on est intimidé quand on est jeune française, jeune entrepreneur et qu'on met le pied pour la première fois dans un pays qu'on ne connaît pas. Moi, c'est vrai que j'ai fait le choix d'aller en Éthiopie pour mon business. C'était un choix vraiment pragmatique. Je ne connaissais pas ce pays du tout. Donc oui, j'étais forcément intimidée. Et c'est vrai que moi, après 10 années à faire énormément d'allers-retours sur place, d'avoir noué des relations là-bas, d'avoir passé beaucoup de temps vraiment à me mettre au diapason, au rythme local, et bien en fait je pense qu'on c'est au gré vraiment de ces voyages qu'on a une forme d'humilité qui nous permet finalement de nouer des relations avec les personnes sur place et de ne pas arriver en terrain conquis. Parce que je pense que parfois c'est un peu ce qui peut nous être reproché, ou en tout cas c'est ce que les personnes peuvent présupposer. Voilà, on peut y avoir cette impression-là. Une classe moyenne supérieure se développe en Afrique, de même qu'une catégorie aisée de la population dans les grands centres urbains. Est-ce que c'est une cible pour Inaden ? Alors oui, ce serait une cible parfaite, ce serait une cible idéale. Je pense qu'il y a vraiment cette volonté aujourd'hui des Africains de consommer différemment. Alors, c'est vraiment cette classe moyenne qui a des aspirations, qui a les moyens, qui travaille et qui a aussi le goût des belles choses et qui a envie de se les offrir. Pendant très longtemps, les références, c'était des références occidentales, les marques occidentales, le style occidental. Et aujourd'hui, je pense qu'on le voit. Il y a énormément de concept stores, il y a énormément de galeries africaines, il y a énormément de créateurs, tout simplement, qui s'implantent en Afrique, dans plein de pays, et qui veulent proposer de beaux produits, de la qualité, à cette classe moyenne qui aspire à consommer différemment, à s'offrir des beaux produits, mais qui sont proposés par des Africains, qui sont fabriqués en Afrique et qui peut-être leur ressemblent davantage et leur permet de se valoriser à travers cette consommation peut-être
on pourrait dire une consommation engagée, mais je pense qu'il y a vraiment cette volonté de se dire on est fier finalement de ce qu'on peut produire ici ou de ce qu'on peut trouver ici localement. Pourtant, 98% de votre clientèle est toujours hors Afrique. Est-ce que c'est un pourcentage que vous voulez rapidement voir changer ? Oui, ça a toujours été un peu ma volonté et en même temps j'ai été confrontée à cette réalité. Inaden aujourd'hui est distribuée en grande partie en France, en Europe. Donc trouver les relais justement en Afrique, trouver les bons points de vente, les bons endroits où on va pouvoir proposer nos produits qui ont un certain prix pour les proposer à une clientèle qui va pouvoir se les offrir. C'est pas forcément un pari évident sur le continent africain. Mais par contre, ça émerge. Moi, je vois bien que depuis quelques années, vraiment, il y a cette proposition, ce marché qui émerge. Donc, j'ai dans l'idée de développer des relais, des points de vente en Afrique. Depuis quelques années, je dirais, 3-4 ans, je vois vraiment un mouvement qui émerge en France, en Europe, avec cette volonté de consommer noir, consommer black-owned, et avec cette volonté de se dire, ok, aujourd'hui, il y a des alternatives, on n'est pas obligé d'aller consommer chez des grandes marques de luxe qui n'apportent peut-être rien au continent, mais d'aller soutenir des initiatives, des marques qui ont un lien avec qui nous sommes. Il y a vraiment cette volonté de se dire, on va consommer engagé, nous, les afrodescendants, la diaspora noire, parce que c'est aussi comme ça qu'on va soutenir un mouvement positif et participer au changement. Vous allez créer prochainement une ligne de bijouterie, encore un axe sur lequel vous allez collaborer avec les artisans africains. Oui, tout à fait. Alors, depuis maintenant quelques saisons, j'ai déjà collaboré avec des bijoutiers Touareg, donc des maîtres artisans. Moi, j'aime beaucoup parler de maîtres artisans parce que la bijouterie Touareg, on peut en avoir une idée de voir le Touareg assis en tailleur qui fait ses bijoux comme ça. Mais en fait, c'est un artisanat qui est centenaire, qui est traditionnel. Ils ont clairement de la magie dans les mains. Enfin, moi, c'est vraiment quelque chose je trouve ça magique de voir ce qu'ils sont capables de faire avec finalement très peu d'outils. Et du coup, avec les bijoutiers Touareg, j'ai cette volonté de mélanger, de faire vraiment converger leur savoir-faire, cette tradition qu'ils ont, qui se passe de génération en génération, et de venir le mixer à une modernité, à un style, à un design qui va parler à ma cible, qui va parler aux femmes qui aiment les beaux objets, qui aiment l'artisanat, qui aiment les choses simples, qui sont authentiques mais de qualité. Et l'idée, c'est vraiment de réussir à mélanger les deux. Donc moi, ça fait déjà quelques saisons que j'ai une petite gamme de bijoux. Et là, l'idée, ce serait vraiment d'aller un peu plus loin et toujours de préserver un petit peu ce savoir-faire, de le valoriser, donc de retrouver la finesse du travail, retrouver ce côté, on ne travaille pas sur des moules, hein, chaque pièce est fabriquée à la main, de retrouver cette empreinte Touareg, qui est quand même très propre à l'artisanat, à la bijouterie Touareg, mais de lui apporter, de lui insuffler quelque chose d'un peu plus moderne pour que ça puisse toucher les personnes qui aiment Inaden ou qui aiment simplement la mode, quoi. Alors justement, vous dites qu'il y a énormément de talents et de ressources en Afrique. Vous sentez-vous une fibre, enfin apparemment c'est le cas, vous sentez-vous une fibre pour valoriser, protéger cet artisanat africain et comment s'y prendre ? Oui, je pense que c'est très important de le préserver, de le valoriser. Il y a énormément de savoir-faire qui se perdent en fait. Donc, comment les préserver ? Je pense que c'est à travers peut-être des initiatives alors comme la mienne, mais aussi comme d'autres font localement. Hein. Je pense qu'il y a aussi des personnes localement qui sont engagées à ça. C'est d'apporter donc à ces savoir-faire, de leur apporter un côté peut-être plus moderne, de redonner des lettres de noblesse à cet artisanat, que même localement les personnes puissent se rendre compte que oui, ça a de la valeur en fait, et aussi c'est de rémunérer plus justement les artisans. Ils étaient un peu déclassés dans la société. Et vraiment le travail à faire, c'est de montrer que non, cet artisanat, ça a une richesse, que ça peut apporter de la valeur, et je pense que ça vient avec un travail de design, un travail de promotion aussi,
d'expliquer, de raconter comment c'est fabriqué, l'histoire qu'il y a derrière les produits, et puis surtout que les personnes qui les fabriquent bien, puissent subvenir à leurs besoins, puissent gagner leur vie, et que puissent être fiers aussi de leur travail. Je pense vraiment que ça passe par cette filiation, en fait. Voilà. Nathy Ngoy, merci beaucoup. Je t'en prie, avec plaisir.